Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir les chapitres 5, 6 et 7 du livre de Howard Marks, La chose la plus importante. Je rappelle que cette vidéo fait partie d'une playlist où je reprends tous les chapitres de ce livre qui est vraiment une pépite. Je les vulgarise et je vous fais la présentation vidéo à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller checker cette playlist en entier si vous êtes un investisseur. Je préfère vous prévenir que si vous avez la capacité de concentration d'une huître, ça sert à rien de regarder cette vidéo. C'est l'une des plus importantes. Sauf que elle ne va pas durer 4 minutes. Quand il y a de l'argent en jeu, c'est important de bien comprendre les choses avant de le faire. Donc si vous n'êtes pas capable de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas capable d'investir intelligemment non plus. Ceci étant dit, de quoi va parler cette vidéo? Eh bien, de la chose la plus importante et pourtant c'est pas forcément celle qu'on regarde le plus, mais on va parler du risque. Dans ces 3 chapitres, on va voir identifier, comprendre et maîtriser le risque. Et déjà, on va définir ce que c'est que le risque. Quand on parle d'investissement, la plupart du temps, on pense en rendement, on pense gagner de l'argent. Mais on oublie complètement la deuxième partie de l'équation. Je vous rappelle que l'investissement, c'est une notion de rendement-risque. Donc le rendement, c'est une chose, mais un rendement pour un risque, d'accord? Et bien là, on va parler de ce risque. Et Erloy Dimson, il nous dit, le risque suppose qu'il peut se passer plus de choses qu'il s'en passera. On va voir justement que ce risque, il est très difficile à déterminer. Et on verra que gérer le risque, c'est prendre en compte le fait qu'on ne peut pas savoir l'avenir et se préparer à toutes les situations possibles ou presque. Howard Marks nous dit que si on simplifie les choses, le travail de l'investisseur, c'est d'assumer intelligemment le risque en vue des gains. Et c'est bien le faire qui va distinguer les meilleurs des autres. Parce que faire des gros gains en prenant des risques énormes, c'est pas du tout ce qu'on cherche quand on est un investisseur. Puisque ça, c'est ce qu'on cherche quand on joue au loto, quand on va au casino, d'accord? On a une chance sur deux de gagner, même moins. Donc si vous êtes dans cet esprit-là, bien sûr, vous n'avez pas besoin de gérer le risque, mais sachez que sur le long terme, vous perdrez tout le temps. Nous, on est investisseurs, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent sur le long terme, sans perdre toute sa fortune. Et peu importe le montant de sa fortune. On va essayer de définir le risque selon Howard Marks. Je rappelle que moi, je ne fais que simplement reprendre les notions et les définitions d'investisseurs légendaires. Ce n'est pas que mon avis, même si évidemment je le partage. Il y a plein de définitions du risque différents. Et nous, on va se pencher vers une définition qui n'est pas quantifiable avec des chiffres. On verra ça ensuite. Marx nous dit que selon les théoriciens à l'origine de la théorie des marchés des capitaux, le risque équivaut à la volatilité, parce que la volatilité dénote l'imprévisibilité d'un investissement. Si vous écoutez les médias, la radio, ou que vous lisez la presse en rapport avec l'investissement bien sûr, vous avez peut-être déjà entendu parler du VIX. Le VIX, c'est l'indice de volatilité. Et plus le VIX est faible, moins il y a de volatilité, et plus il est élevé, plus il va y avoir de volatilité tout simplement. La volatilité, je rappelle, c'est de l'intensité de variation des cours. Par exemple, un actif dont le prix va varier de 20% en un jour sera beaucoup plus volatile qu'un actif qui aura une variation de 0,1% sur ce même jour par exemple. Donc à l'origine, selon la théorie des marchés des capitaux, le risque est égal à la volatilité, tout simplement parce qu'en fait c'est quantifiable la volatilité. Je vous ai dit, on a un indice, le VIX, et on peut mesurer également l'écart type, c'est l'écart de variation à la moyenne. Bon, on verra ça, mais de toute façon, il faut juste comprendre que c'est quantifiable. Et Marx nous dit, ma conviction, c'est que le risque est, en premier et pour l'essentiel, la probabilité de perte d'argent. Et il n'est pas du tout d'accord avec la définition de la théorie des marchés des capitaux. Et il nous dit également que le risque signifie une incertitude sur le résultat qui va se concrétiser et sur la possibilité de perte lorsque ce résultat est défavorable. Évidemment, si le risque était simplement la volatilité, ce serait beaucoup trop facile. Il suffirait de supporter en fait une grosse volatilité et d'attendre, et on serait sûr de gagner de l'argent sur le long terme. Et même d'ailleurs, ce serait encore plus facile, puisqu'il suffirait qu'un actif très volatile baisse drastiquement pour l'acheter en attendant qu'il remonte drastiquement. Sauf que le risque, c'est bien plus important que simplement la volatilité. Il y a d'ailleurs plusieurs formes de risques dont on va parler rapidement, puisqu'il y a les risques pour les particuliers, mais il y a aussi les risques pour les professionnels. Et il faut quand même les comprendre, puisque ce sont quand même les professionnels qui, en majeure partie, déterminent les mouvements du marché. Déjà, en premier lieu, ne pas remplir son objectif. Il faut comprendre que chaque personne a une définition différente du risque. On a tous des exigences qui sont différentes. Pour un fonds d'investissement, par exemple,
S'il a un objectif de 10% et qu'il est simplement à 5 ou 6, eh bien ça va être risqué pour lui. Alors que par exemple, un dirigeant à la retraite peut avoir besoin de 4% pour payer ses factures, et donc si on est à 6%, pour lui c'est une aubaine. Donc selon l'objectif, le risque va être différent. Pareil pour un gestionnaire d'actifs, le risque va être de sous-performer. S'il sous-performe, eh bien les clients vont quitter le fonds, et donc il va y avoir une perte d'argent. Donc ils vont devoir prendre des décisions pour ne pas sous-performer un indice, et peut-être même prendre plus de risques pour arriver au même niveau, pour ne pas perdre ses clients. Il peut y avoir également risquer sa carrière. Ça arrive quand la personne qui gère l'argent et le propriétaire de l'argent ne sont pas la même personne. Dans ce cas, le gestionnaire, il va faire moins attention aux gains, puisque ce n'est pas son argent, donc il ne va pas chercher à avoir le maximum de rendement. Mais par contre, il va tout faire pour ne pas être en perte, puisque de grosses pertes pourraient lui coûter son travail. C'est pour ça que la plupart du temps, ils ne vont pas prendre des risques phénoménaux dans les fonds d'investissement et le rendement sera pas très bon non plus, moins bien que si vous-même vous preniez le sous-jacent sur lequel eh bien, ils vont investir tout simplement. De la même manière, le non conventionnel, ça c'est vraiment niveau professionnel avec les fonds d'investissement, ils ne vont pas pouvoir aller en dehors des grandes tendances, en dehors des grandes modes, et en fait c'est une des choses les plus dangereuses en investissement, hein, l'effet moutonnier, sauf que la plupart du temps, eh bien, les fonds d'investissement n'ont pas le choix que de suivre les grandes tendances. C'est d'ailleurs ça qui mène également à des bulles, et que les prix continuent de monter bien plus longtemps que ce que l'on pense, puisqu'ils vont avoir des obligations d'achat. Et en dernier, donc ça c'est pas que pour les investissements, hein, ça c'est pour tout le monde, l'assèchement de liquidité. Si vous avez besoin d'argent à un moment et que vous devez le retirer ou c'est pas le bon moment, eh bien là c'est vraiment un gros risque puisque vous allez perdre de l'argent, puisque si vous devez retirer à un moment où ça a bien descendu avant que ça remonte, eh bien vous allez perdre beaucoup d'argent, alors que si vous auriez simplement pu attendre, eh bien sur le long terme ça aurait pu remonter bien évidemment, et vous auriez été gagnant. Vous voyez déjà qu'il y a plein de formes de risques. Et tout ça, ce n'est pas quantifiable, mais il faut en être conscient. On va essayer maintenant de déterminer le rendement adapté au risque. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, et moi je vous en ai déjà parlé aussi. Beaucoup de fois, il y a toujours un ratio risque-rendement, et la plupart du temps, c'est ce côté-ci. Regardez, c'est ce graphique-ci qu'on voit, le risque adapté au rendement. Donc quand on voit ça, tout simplement, eh bien, on voit que le risque le plus faible, eh bien, a un rendement plus faible, et le risque le plus élevé, il a un rendement potentiellement plus élevé. Sauf que quand on regarde cette courbe, eh bien, on se dit que le risque est bon en fait. On se dit simplement, je vais prendre plus de risques, d'ailleurs en oubliant ce que c'est que le risque à la base, pour avoir un rendement plus élevé. On est d'accord, quand on voit ça, on dirait que c'est une courbe bénéfique. Plus on va prendre de risques, et plus on va avoir un rendement potentiel plus élevé. Sauf que cette courbe, elle oublie quand même la moitié de l'équation. C'est pour ça que Marx nous propose une autre courbe qui est vraiment plus intéressante. Ça va être la même chose, une courbe rendement-risque, sauf qu'à chaque fois, on va avoir des points en rappelant quelque chose quand même de fondamental, c'est que plus vous allez prendre de risques, et d'accord, plus vous avez potentiellement un rendement plus élevé, mais également, regardez, plus vous avez de chances d'avoir aussi un rendement plus faible, d'accord? Et plus vous allez prendre de risques, et plus ça va se rapprocher de zéro, et encore plus, après, plus vous allez prendre de risques et plus vous avez une possibilité de perte en capital qui est supérieure à votre investissement. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut se rappeler. C'est que le risque, il peut vous faire perdre de l'argent. Le risque n'est pas quelque chose de bénéfique à la base. Il peut très bien l'être, bien sûr, mais il ne faut pas voir ça seulement comme je prends plus de risques, j'aurai un rendement plus élevé. Ok, on est bien d'accord. J'espère que vous comprenez bien la différence avec l'éventail des possibilités, hein, comme on voit juste ici. Pour un risque donné, on peut avoir un rendement qui est au-dessus ou en dessous de la courbe des rendements potentiels. Maintenant, j'aimerais qu'on mette l'accent sur la psychologie et le risque. On va essayer de comprendre ça, puisque en plus, au moment où je tourne la vidéo, on est vraiment dans un moment très spécial. Enfin, ça dépend des marchés, bien évidemment. Je parle ici des marchés de la tech et des marchés des crypto-monnaies. Et on voit ici les conditions d'investissement les plus dangereuses prennent généralement leur source dans une psychologie trop positive. Donc là, évidemment, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle, enfin l'arrivée qui ça fait un petit moment qu'elle est arrivée maintenant, mais en tout cas la démocratisation de l'intelligence artificielle. Et pour cette raison, il n'est pas nécessaire que les fondamentaux se dégradent pour que les pertes se produisent. L'abaissement de l'avis d'un investisseur peut suffire. Les prix élevés s'effondrent souvent sous leur propre poids. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr ça monte, puisqu'à la base il y a des bons fondamentaux, et ils peuvent très bien le rester, et pourtant les prix peuvent complètement s'effondrer. La psychologie trop positive, quand tout le monde ne dit que cette fois-ci c'est différent, que c'est vraiment un changement de paradigme, que c'est une révolution, et c'en est une, qu'on a des sociétés qui se payent plus de 100 fois les bénéfices, et qu'on se dit que ça va vraiment monter jusqu'au ciel, tout le monde oublie le risque,
eh bien, à un moment, ça va finir forcément par se retourner. Et quand ça va se retourner très rapidement. Mais je rappelle également que ça peut très bien continuer comme ça encore pendant longtemps. La psychologie influe énormément sur le risque, notamment par exemple sur le Bitcoin en ce moment. On a l'arrivée des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis qui injectent énormément de liquidités dans le marché, donc ce qui manquait depuis un moment. Et il y a beaucoup de fonds d'investissement qui intègrent maintenant le Bitcoin à l'intérieur de leurs produits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'achats et que le prix monte drastiquement. Mais tout le monde pense qu'il va monter au ciel, mais l'histoire va se répéter comme à chaque fois. À un moment, le prix sera extrêmement élevé, il est déjà d'ailleurs, et il va s'effondrer sous son propre poids. On va essayer de voir maintenant comment mesurer le risque. Et d'ailleurs, on va voir que ce n'est pas possible. Vous avez peut-être déjà entendu parler du ratio de Sharpe qui mesure justement le risque, mais en fait ça c'est comme on a vu au début, Marx n'est pas du tout d'accord avec ça, et moi non plus d'ailleurs. Le ratio de Sharpe, ça prend en compte la volatilité, d'accord? Pour calculer tout simplement le ratio de Sharpe, il faut calculer l'écart type, donc l'écart à la moyenne, et c'est ça qui va nous donner un chiffre qu'on pourra comparer à d'autres. Sauf qu'on a vu que le risque n'était pas du tout que la volatilité, donc ça ne marche pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout, c'est vraiment très insuffisant comme mesure du risque. On a vu que le risque était subjectif et qu'il est impossible de le mesurer avec des chiffres. D'ailleurs, ce serait trop facile. Si on pouvait le faire, évidemment, personne n'irait vraiment sur des produits trop risqués. Puisque je vous rappelle, le risque n'est pas une bonne chose, le risque ne va pas augmenter systématiquement votre rendement. Alors comment on va faire pour mesurer ce risque, pour le prendre en compte? Eh bien, on va essayer de comprendre l'incertitude. On ne peut pas déterminer ce qui va se passer dans le futur. On a une infinité de futurs possibles et seulement un seul va se passer. Marx nous dit donc, la possibilité d'une variété de résultats implique que nous ne devons pas penser le futur comme un résultat unique, mais plutôt comme un éventail de possibilités. Le mieux que nous puissions faire est d'esquisser une distribution des probabilités qui synthétise les possibilités avec leurs probabilités relatives. On parlera ensuite de la loi normale, une loi très basique des probabilités, on va la vulgariser très simplement pour que vous compreniez, parce qu'en vrai c'est pas du tout compliqué, et c'est avec cette loi normale, ou en tout cas avec des variations de cette loi normale, que on va pouvoir déterminer les probabilités de chaque événement. Nous devons considérer l'essentiel de l'éventail, et pas seulement les parties qui ont le plus de chances de se réaliser. Certaines des plus grosses pertes arrivent quand les investisseurs font fi des possibilités improbable. C'est exactement ce que j'ai déjà vécu. J'avais constitué mon portefeuille d'une certaine manière qui prenait en fait en compte seulement les événements probables et ceux peu probables. Mais je ne m'étais pas protégé contre les événements à très faible probabilité. Et ça m'a coûté un petit billet, je ne vais pas vous mentir. Donc je suis complètement d'accord avec Marx, il faut considérer l'éventail de toutes les possibilités, tout est possible. On va encore mieux comprendre avec cette petite liste, ce petit récap. Le risque n'existe que dans le futur. Et oui, ça c'est la base. Sur le présent, on sait ce qu'il y a, sur le passé, on sait ce qu'il y a eu, mais le risque, il n'existe que sur le futur. C'est d'ailleurs le principe de l'investissement. On nous donne de l'argent pour une prise de risque. Le futur est incertain. L'improbabilité peut être réalité. Si vous jetez un dé 20 fois de suite, eh bien, il y a une possibilité que vous fassiez 20 fois un 6 par exemple. C'est improbable, puisqu'il y a une très faible probabilité, mais c'est possible. Si vous le lancez 1 million de fois, c'est sûr que ça va arriver par exemple. Donc il faut le prendre en compte, c'est une éventualité. Ensuite, on projette le futur avec les standards du passé. Évidemment, c'est très difficile d'imaginer ce qui n'est jamais arrivé. C'est comme ça que fonctionne l'esprit, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. On se base sur le passé, sur ce qu'on connaît pour se projeter dans le futur. Sauf que les standards du passé ne seront pas ceux du futur. Mais comme on ne sait pas ce qui arrivera, eh bien c'est la seule manière qu'on a de faire. Le scénario du pire n'est jamais assez pessimiste. Quand on imagine justement nos probabilités de scénario, on a toujours le scénario pessimiste, le scénario normal et le scénario optimiste, d'accord? Sauf que le pessimiste, il est très loin de ce qui peut réellement se passer. Il peut y avoir des crises qui sortent de nulle part, il peut y avoir une guerre qui éclate demain, ok? On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc le scénario du pire n'est jamais assez pessimiste, et ceux qui ont vécu les crises majeures en sont bien conscients. Le risque se révèle irrégulier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très difficile en fait de s'en prémunir, puisque on peut avoir de la chance 99 fois sur 100, mais 1% où on ne va pas avoir de chance. Sauf que si vous prenez juste en compte le fait que ça fonctionne à chaque fois, donc 99 fois sur 100, c'est pas vraiment à chaque fois justement, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de risque en fait, que c'est une situation qui n'est pas risquée, vous allez
oublier le risque qui est lié à votre portefeuille. Sauf que quand ces 1% vont arriver, et ils vont arriver, eh bien, vous pouvez perdre tout ce que vous avez mis des années à gagner, simplement parce que vous avez pris un risque que vous n'aviez pas calculé. Et c'est d'ailleurs le point d'après, on surestime notre capacité à évaluer le risque, justement parce qu'il est irrégulier et qu'il est très difficile à mesurer. Quand j'ai fait la grosse erreur dont je vous ai parlé, pour moi ce n'était pas risqué puisque le scénario était complètement improbable, celui qui s'est finalement réalisé. J'avais bien sûr mal évalué le risque, mais c'est jamais aussi facile que ça. Si nous étions des robots, ce serait beaucoup plus facile. Mais nous sommes des gens d'émotions et donc c'est beaucoup plus complexe évidemment. Et le dernier point qui est très grave, c'est que les gens considèrent le risque comme une manière de gagner de l'argent. Ok ? Les crypto-monnaies par exemple, c'est le marché qui met en image cette phrase. On voit beaucoup de risques et beaucoup de gains possibles et on considère donc que le risque est une manière de gagner beaucoup d'argent. Mais pas du tout, hein. D'ailleurs, parler à des gens qui ont investi dans les cryptos, ou plutôt regarder ce qu'ils ont réellement fait, puisque ce sera plus parlant que leur dire, eh bien vous allez voir que la plupart des gens ont perdu beaucoup d'argent. Ou alors, si c'est vraiment dans une grande montée, peut-être qu'ils ont gagné, mais reparler aux mêmes personnes dans 6 mois, dans un an, et on verra quel est le résultat. Et à ce moment-là, ils auront conscience du risque. C'est d'ailleurs ce qui est très dangereux, c'est que quand tout le monde pense qu'il n'y a pas de risque, c'est là où c'est très risqué. On l'a vu juste avant, et je le répète maintenant. Alors, comment faire pour identifier ce risque, hein? On va parler du chapitre 6 maintenant, beaucoup plus rapidement, ne vous inquiétez pas, le chapitre d'avant était bien plus long. Je vous rappelle que ce livre, il est dédié aux investisseurs dans la valeur, ok, qui croient en la valeur de leurs investissements, des entreprises sur lesquelles ils parient, et ils investissent quand le prix est inférieur à la valeur. Donc, pour les investisseurs dans la valeur, le risque élevé et le faible rendement attendu sont comme les deux faces d'une même pièce. Tous les deux découlent pour l'essentiel des prix élevés. Évidemment, quand vous avez un prix qui est déjà très élevé, son potentiel d'évolution est bien plus faible que si son prix est bas. Ça, c'est la base, hein. Et le risque est également beaucoup plus élevé. Quand vous avez un Bitcoin, alors là c'est un mauvais exemple puisqu'il n'y a aucun fondamental derrière, mais quand vous avez un Bitcoin qui est à 70 000 $, eh bien le risque il est beaucoup plus élevé qu'un Bitcoin à 5 000 $. Et quand il est à 70 000 pour faire un x3 par exemple, eh bien il doit aller à 210 000 $. Ok ? Alors que quand il est à 5 000, il doit simplement monter à 15 000. Vous allez me dire, en pourcentage, c'est la même chose, on est bien d'accord. Sauf qu'en capitalisation boursière, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Il faut simplement se rappeler que prix élevé égale danger. Et encore une fois, il n'existe rien d'aussi risqué que la croyance largement répandu qu'il n'y a pas de risque. De toute façon, c'est toujours pareil, les meilleurs investissements se font quand tout le monde a peur. Quand tout le monde pense que c'est très risqué, c'est là que ça devient intéressant. Et inversement, quand tout le monde pense qu'il n'y a plus de risque, et bien là, ça devient très dangereux. On va identifier un petit peu le risque des actifs, des marchés des capitaux. Ce qu'on va essayer de comprendre, tout simplement, c'est qu'en fait, la base de tous les risques, ça va être le rendement sans risque. Et en fait, le rendement sans risque, il va être déterminé par les taux directeurs des banques centrales, de la Fed et des banques centrales européennes, par exemple. Puisque ce rendement-là, il va déterminer tout simplement le coût de l'argent, donc le rendement monétaire, le rendement qui est sans risque, même si ça n'existe pas sans risque. Par exemple, quand on achète des dettes d'un État, eh bien, la seule possibilité qu'il y ait un risque, c'est que l'État lui-même fasse faillite. Et vous avez vu que du coup, le rendement sans risque, il n'est pas toujours le même, hein. Il y a quelques années, on pouvait nous-mêmes emprunter à 1%, donc le rendement sans risque, il était très faible, d'accord? Et maintenant, ça a bien réaugmenté, mais ça va rebaisser dans le futur. Eh bien, le rendement sans risque, il est à 4%. Eh bien, le rendement sans risque va déterminer tous les autres rendements par une mécanique assez complexe qu'on ne va pas détailler ici. Mais en gros, eh bien, à chaque fois, on va avoir, par exemple, sur les crédits, ce qu'on appelle un spread de crédit. Vous allez avoir, par exemple, 100 points de différence, c'est-à-dire en fait 1%, entre les bons du trésor à 5 ans et les bons du trésor à 10 ans. Un point de différence de rendement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce spread de crédit, il est variable, hein, ça change régulièrement. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on investit à un horizon de temps qui est élevé, par exemple 20 ans, et plus le rendement est censé être intéressant, puisque justement, on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors,
on est payé pour le risque. Donc le rendement à 10 ans doit être bien plus intéressant qu'un rendement à 30 jours par exemple. Sinon, on ne l'achèterait pas. On va lister un petit peu tout ce qu'il y a. On a le marché monétaire, donc voilà, je vous ai dit, c'est vraiment les obligations à court terme, donc des dettes d'État. Ensuite, on a les bons du trésor, donc les bons du trésor c'est pareil, hein, c'est les dettes d'État à 5 ans, à 10 ans. Ensuite, on a les obligations de qualité supérieure, donc là par contre on n'est plus dans les États, on passe dans les obligations d'entreprise. Il y a pareil un spread de crédit pour passer de l'étatique aux entreprises, puisque des entreprises peuvent faire faillite bien plus facilement qu'un État. Ensuite, on parle des actions du S&P 500, donc qui sont à 10% en moyenne sur 20 ans. Ensuite, on a les obligations à rendement élevé, qui sont à 12%, mais il faut savoir justement qu'à chaque fois, plus il y a des rendements élevés, plus il y a de risques de faillite des entreprises. Actions et petites capitalisations, donc les small caps, qui ont d'ailleurs pris une bonne claque avec la montée des taux d'intérêt, puisque pour eux, l'argent est encore plus cher, justement. L'immobilier 15%, bon bah ça c'est aux États-Unis, c'est très volatile, pas comme en France. Et ensuite, tout ce qui est plutôt risqué, rachat d'entreprises et capital risque, qui sont entre 25 et 30% de risque, parce qu'il y a énormément de risques de défaut et de faillite. Alors ça, c'est quand on a un rendement sans risque à 4%, quand la base est très élevée, eh bien tout va être très élevé. Sauf que quand on redescend les taux d'intérêt directeurs, donc quand on redescend le marché monétaire, en fait le coût de l'argent tout simplement, eh bien les rendements ils vont être bien moins élevés. Et la courbe elle va être bien plus aplanie. C'est normal puisque l'argent coûte moins cher, donc l'essentiel du processus, eh bien il va être réduit. Alors pourquoi me direz-vous, dans ce cas-là, pourquoi on ne reste pas à 4% de base pour que tout le monde s'y retrouve? Eh bien tout simplement parce que quand l'argent coûte cher, ça ralentit l'économie, ça la pénalise, il y a beaucoup de faillites. C'est vraiment aux banques centrales de faire ça à la base, de gérer justement les taux directeurs pour que l'économie aille bien, mais que ça reste quand même profitable. Mais de toute façon, les États-Unis, ils ont un pouvoir sur le monde entier puisque le dollar est la réserve mondiale de valeur, pour le moment en tout cas. Donc dès que l'économie va mal, ils sortent une planche à billets, ils impriment de l'argent magique, et d'un coup l'économie va mieux. C'est pour ça que les rendements continuent d'augmenter alors que l'économie est en quasi-récession. On va passer maintenant au dernier chapitre, au chapitre 7, maîtriser le risque. Maintenant qu'on a compris ce que c'était, comment on va faire pour le maîtriser, ok? Les grands investisseurs sont ceux qui prennent des risques qui sont à des niveaux peu élevés par rapport au rendement qu'ils réalisent. C'est ça qui est très important. Gagner beaucoup d'argent en prenant beaucoup de risques, ça n'intéresse personne, puisque sur le long terme, vous allez perdre de l'argent. Par contre, gagner beaucoup d'argent en prenant un risque minimum, ça c'est extrêmement bénéfique. Et c'est ça qu'on recherche. On recherche vraiment un couple rendement-risque intéressant. Et rappelez-vous, la plupart du temps, ce qui va vraiment changer ce cours rendement-risque, ça va être le prix des actifs qu'on détient. Plus on achète un actif cher, et plus le couple rendement-risque va baisser. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on achète un actif pas cher que son risque est faible. C'est pour ça que la valeur intrinsèque de l'actif qu'on va acheter va déterminer un prix, et on va comparer ce prix par rapport à la valeur du marché. Si on détermine qu'elle vaut 10 € et qu'elle est à 15 € sur le marché, eh bien, on ne va pas l'acheter, d'accord? Par contre, si on détermine qu'elle est à 10 € et que sur le marché, il est à 4 €, eh bien là, on va l'acheter, et en fait, tout simplement, on va prendre beaucoup moins de risques, puisque sur le long terme, le marché va remettre l'actif au bon prix, en théorie. On va parler de l'alpha du gestionnaire, donc l'alpha, c'est tout simplement la valeur ajoutée du gestionnaire, d'accord? Imaginons cette courbe, d'accord, comme tout simplement le marché, ok? Donc l'alpha du gestionnaire, ça va être eh bien, la valeur ajoutée par rapport au marché. Si on est sur la courbe, d'accord, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de gestionnaire. En fait, vous achetez le marché, vous achetez un ETF, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi vous allez vous tourner vers un gestionnaire? Eh bien tout simplement, justement pour battre le marché à la base, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Ou alors ça peut être votre alpha à vous. Eh bien il y a deux choses. La plupart du temps, on voit justement la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on voit seulement le gestionnaire qui prend le même risque pour obtenir un rendement supérieur, d'accord? Donc ça, c'est ce à quoi on pense tout le temps, puisque quand on pense investissement, on pense rendement. Donc voilà, même risque, rendement supérieur. Mais on peut voir aussi le deuxième alpha du gestionnaire, d'accord? Ça va être de gagner exactement le même rendement, mais en prenant beaucoup moins de risques. Et ça va être très intéressant aussi, notamment quand les marchés sont dangereux. Et de toute façon, le moment où vous allez voir si c'est un bon ou un mauvais gestionnaire, ça va être en période de crise. Puisque en période où tout monte, où il y a de l'euphorie dans les marchés, eh bien on va avoir les gestionnaires qui sont les plus prudents qui vont moins performer. Puisque eux, ils vont prendre en compte toutes les possibilités, et pas seulement en compte la possibilité positive, celle qui se réalise en fait. Donc avoir un gestionnaire qui prend moins de risques pour arriver au même rendement, eh bien c'est sur le long terme, en définitive, très intéressant. Plus vous allez réduire le risque, et mieux ce sera. Retenez bien ça, puisque de toute façon, sinon vous allez le comprendre quand vous allez perdre de l'argent en investissant. On va parler maintenant de la loi normale. La loi normale, c'est la loi qui régit en fait tout simplement les distributions aléatoires.
C'est des grands mots, mais vous inquiétez pas, c'est super facile à comprendre. On va faire un exemple. Imaginons qu'on va relever la taille de 100 000 personnes. Ok, c'est leur taille, il y en a un qui fait 1,80 m, un qui fait 1,70 m. Voilà, imaginons qu'on va relever ces tailles-là. Eh bien, quand on va relever toutes les tailles, à la fin, on va avoir une distribution des tailles qu'on va mettre sous forme de graphique. Et ce graphique, il va ressembler à ça. Alors bon, ma photo, elle n'est pas extraordinaire, mais normalement, c'est vraiment la même chose à gauche et à droite. Ok, d'accord. Et au milieu, on va voir la moyenne. Ça va être la taille moyenne, tout simplement. D'accord, qui est juste ici, qui est représentée juste ici avec cette barre. Ok. Et juste à gauche et à droite, on va avoir l'écart à la moyenne, ce qu'on appelle l'écart type, ce qui est également la volatilité. On voit ici que sur cette courbe, il n'y a pas beaucoup de volatilité à la moyenne, hein. Vous voyez que c'est plat. D'accord? Donc c'est ça l'écart type, c'est l'écart à la moyenne, tout simplement juste ici. Voilà. Moi j'aime bien expliquer les choses de manière visuelle, c'est comme ça que je comprends. Donc ça va être les distributions. On a la plupart des gens qui vont faire à peu près la même taille, qui vont être à la moyenne. Mais ensuite, regardez ce qui se passe, on va avoir des gros changements et on va avoir des personnes qui vont être bien plus petites, ok, et d'autres personnes plus grandes, juste ici, d'accord. Et ensuite, on va avoir d'autres personnes qui vont être beaucoup plus petites et encore des personnes, donc très très peu cette fois-ci, qui vont être extrêmement plus petites. Et de la même chose en plus grande, hein, on aurait pu mettre des lettres ici et ici aussi, hein. Il va y avoir peu de personnes qui vont être très grandes et encore très peu de personnes qui vont être extrêmement grandes. Donc ça s'appelle la loi normale, d'accord. Ça marche pour énormément de choses et du coup ça marche également pour les investissements. Donc on va se servir de cette loi normale pour pouvoir, eh bien, tout simplement évaluer la probabilité qu'aura une chose d'arriver ou non. Tout simplement, plus ça va s'écarter de la moyenne et plus la probabilité va être faible. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il faut prendre en compte tout l'éventail des possibilités, eh bien ça peut être très bien une possibilité qui est complètement à l'extrême, qui est complètement en dehors des normes, d'accord, mais qui reste probable. Et évidemment, cette loi normale, elle est utilisée par les gestionnaires d'actifs, et il y a plusieurs variantes de cette loi normale également, mais qui restent vraiment dans le même thème, dans la même compréhension. Vous voyez peut-être maintenant que le vrai investissement, ce n'est pas juste acheter n'importe quoi en espérant que ça monte, mais pour être vraiment gagnant sur le long terme et battre le marché, hein, parce que c'est ça qu'on veut, eh bien, il faut prendre les bonnes décisions. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'aléatoire. Alors, on va récapituler tout ça très rapidement. Will Rogers nous dit « Il faut parfois prendre le risque d'aller sur une branche parce que c'est là que se trouve le fruit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on ne va pas chercher à anéantir complètement le risque, parce que sinon on ne ferait rien. Et encore, même rien faire, c'est risqué avec l'inflation. Mais on va aller chercher la branche qui est la plus sûre avec le meilleur fruit. Tout simplement. J'espère que cette petite analogie vous a conquise. Et maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, ça va être à vous d'agir, à vous d'investir et de continuer à apprendre pour devenir meilleur et avoir les meilleurs rendements possibles avec le risque le plus petit. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos de cette playlist parce qu'en fait, en réalité, tout ce que je dis dans cette playlist est très important et c'est pas juste un point qui va vous faire que vous allez y arriver, mais c'est de prendre en compte tous les points, ok? Et moi, pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!